de manière plus générale, on parle ici pas du corporate venture, mais on parle ici de l'investissement des corporates dans le venture, ce qui est un tout petit peu différent. Je crois qu'on peut discerner en fait 3 business models dans ce grand monde. Celui il y en a 2 qui ont été utilisés depuis un certain temps. Le premier, c'est celui qui consiste à faire investir ou à investir pour un corporate dans un fonds de capital risque normal et d'avoir une position qui est une position un peu passive et en prenant 10%, 5%, 10% d'un fonds. Et là, moi, je peux témoigner puisque Sofinnova, dans les différents fonds de Sofinnova, on a toujours eu un corporate. Que ce soit Dow, donc le chimiste, que ce soit EDF, IBM, dans toutes les générations de fonds, il y a eu un corporate qui a éprouvé un intérêt à prendre une petite position dans un fonds de capital risque pour avoir une fenêtre sur l'innovation, une fenêtre passive en l'occurrence, donc sur l'innovation européenne. Le deuxième business model qui est lui à l'opposé, qui est lui, alors là, par définition, ce qu'on appelle le corporate venture, c'est-à-dire qu'un corporate décide de créer un fonds qui lui est dédié. Donc, et là, il y a plusieurs situations juridiques, mais disons que de manière générale, c'est un fonds avec une équipe qui lui est entièrement dédiée, qui est entièrement destinée à abonder et à fournir au corporate un certain nombre d'idées, voire d'opportunités d'acquisition. Dans le cadre de sa stratégie, qu'elle soit court terme, moyen terme, voire long terme parfois. Et là, je dirais que là aussi, par expérience, c'est un business model qui existe depuis très longtemps, et en tout cas dans celui de la pharmacie, par exemple, que je connais bien, tous les groupes pharmaceutiques ont depuis maintenant une vingtaine d'années des corporate ventures dédiés. Le plus ancien étant celui de SmithKline Beecham, qui est devenu ensuite GSK, et qui s'appelle SR1. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que ce fonds rapportait de temps en temps au CFO du groupe et de temps en temps au patron de la recherche, et que en fonction de la ligne de rattachement, il y avait une stratégie du fonds qui était totalement différente. Le troisième business model, auquel personnellement je crois beaucoup, ne serait-ce que parce que nous avons monté un fonds avec ce business model-là, un petit fonds d'amorçage, est un fonds dit maintenant, c'est un nouveau vocabulaire, qui est le dit multi-corporate. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fonds multi-corporate? Ce sont d'un certain nombre de corporates, et là je pense que ma voisine en parlera de manière plus précise ensuite. C'est un certain nombre de corporates qui s'associent pour confier le management d'un fonds à des professionnels. Il n'y a pas d'inféodation, le fonds n'est pas inféodé à un corporate précis, il est inféodé à une thématique en général, et le succès d'un tel fonds va largement dépendre de la rationalité de la syndication. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les corporates en question soient des concurrents. Il faut que ce soit des gens qui aient, dans une thématique donnée, un intérêt commun. Et qui, si possible, puissent pas travailler en commun le long d'une chaîne de valeur, par exemple. Et ça, ce business model-là commence à voir le jour un peu partout. On en a quelques exemples en France. Il y a donc Ecomobilité, mais il y a aussi Aster, qui a Alstom, Schneider et Solvay comme actionnaires. Et puis nous avons essayé ce business model-là en créant un fonds d'amorçage dédié à la chimie du renouvelable. Donc là, c'était une partie de la biotech qui est destinée à la chimie. Et on a voulu essayer, ça marche assez bien. On a des gens comme Solvay, comme Sophie Protéol, comme Unigrain, qui sont des gens soit de l'agriculture, soit de la chimie, dédiés à une thématique donnée, et à condition qu'ils soient pas concurrents les uns des autres. Ça marche assez bien, c'est même assez créateur de valeur. Voilà donc ma vision. 3 business models, 2 anciens, et puis un nouveau qui, à mon avis, est celui qui devrait être pérenne.